RCN. Le son de la différence. Culture partagée sur RCN. Gilles Le Sauroy. Eh bien, bonsoir chers amis de la culture et du partage. Merci d'être là, merci de nous écouter pour cette nouvelle émission, pour cet nouvel épisode de Culture partagée, où il va être question ce soir de chant lyrique, mais pas que, en compagnie de mon invitée Célia Pierre. Bonsoir Célia. Bonsoir Gilles. Et donc nous allons parler de, je le disais, de chant, de voix, de spectacle. Alors peut-être pour commencer Célia, tout simplement, puis-je te demander de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Alors, je m'appelle Célia Pierre, je suis chanteuse, tu disais lyrique mais pas que, ça me va bien, chanteuse au sens large. Oui. Je m'intéresse beaucoup à la voix dans tous ses états et on va pouvoir en parler plus précisément. J'enseigne également le chant au Conservatoire de Nancy, aux étudiants de musicologie de l'Université de Lorraine. Et puis j'ai également une activité d'orthophoniste spécialisée dans la rééducation de la voix. Donc la voix est vraiment au cœur de ma pratique et de ma vie, la voix sous toutes ses coutures. Voilà. Eh bien, effectivement, je crois que tu dois avoir un emploi du temps bien rempli, ne pas manquer d'activité. Alors peut-être on va commencer chronologiquement par le commencement. Comment devient-on chanteuse ? Est-ce qu'on baigne dans le chant et la musique depuis qu'on est toute petite, ou est-ce qu'alors c'est une passion subite qui nous entraîne vers cette formation ? Alors, je crois qu'il y a un gène de la musique, enfin, si je peux dire ça. Dans ma famille, du côté maternel, on a toujours chanté. Petite, donc effectivement, tu parlais de bain, on est vraiment là-dedans. Les fêtes de famille étaient très riches en échanges vocaux notamment. Donc il y a eu vraiment cette musique au cœur de ma vie. Le piano d'abord. Voyant cet amour de la musique, je suis allée vers le piano assez petite, vers 10-11 ans. Et puis ensuite, une section musicale plus précise au lycée. À partir de la seconde, je suis venue au lycée Chopin Nancy faire une formation, à l'époque ça s'appelait A3, donc lettres et musique. Voilà, et ça m'a ouvert vraiment des perspectives assez merveilleuses, avec la rencontre de professeurs qui m'ont vraiment porté et apporté beaucoup. Et avec des projets transversaux, théâtre, musique. Je me suis rendu compte que la musique c'était bien, le théâtre aussi, l'art un petit peu sous toutes ses formes, mais le chant, effectivement. Et c'est mon professeur de musique, Madame D, j'ai envie de la citer parce que je lui dois beaucoup. Corinne D. Oui, que j'ai connue aussi autrefois quand elle enseignait au collège de Dommartemont. Ah, très bien. Voilà. Le monde est petit. Le monde est petit, effectivement. Voilà. Qui était professeur de musique, donc option spécialité musique lorsque j'étais au lycée, et qui m'a fait découvrir l'opéra, en fait. Et là, ça c'est vraiment un monde qui s'est ouvert à moi, et elle m'a dit, mais Célia, tu devrais peut-être essayer d'entrer au conservatoire et faire quelque chose avec cette voix-là, parce qu'elle nous faisait chanter aussi le répertoire, elle nous faisait découvrir en nous le faisant vivre de l'intérieur, avec des beaux projets chorales, et puis du travail du répertoire. Et donc je l'ai écouté et j'ai passé ce concours d'entrée après la terminale au conservatoire, et j'ai été prise. Et là, les choses se sont enchaînées dans ma formation. J'ai été formée par une ancienne cantatrice, excellente enseignante aussi, Madame Stutzmann, Christiane Stutzmann, dont la fille est une grande contralto, et qui m'a énormément appris sur le métier, le chant lyrique déjà, la technique. Mais c'était également, et ça c'était assez merveilleux pour moi, une grande artiste d'art lyrique. C'est-à-dire qu'elle avait ce talent de savoir jouer la comédie comme personne. Et là, il y a une anecdote qui me vient. Je chantais la griserie extraite de la Péricole d'Offenbach, où c'est à la fin d'un dîner. Ah, quel dîner je viens de faire! Et où cette chanteuse, ce personnage, en fait, est censée tituber. Elle est un peu ivre, tout en restant très mondaine et très digne. C'est très drôle à faire, mais il faut pouvoir le jouer vraiment très bien.
Et je me souviens de mon professeur qui me montrait comment tituber et comment être du haut de sa grande classe de chanteuse qu'elle fut. Alors, à la méthode Stanislavski, en faisant appel à ses, oui. à ses propres sensations et expériences. Alors peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était très impressionnant de l'avoir tout à coup quitté, ce costume de professeur et très 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 élégante, et pour pouvoir tout à coup tituber. Ouais, et ça t'a donné envie de tituber à ton tour. Voilà, exactement. J'ai beaucoup travaillé. Oui. Voilà, ça c'était pour l'anecdote. Ouais. Et donc, tu as commencé donc effectivement par le chant lyrique. Oui, alors là, je suis allée en fait au bout de mon cursus au conservatoire, donc j'ai passé mon prix de conservatoire, on appelait ça la médaille d'or. Voilà, je me suis ouverte. Alors oui, chant lyrique, mais je suis allée aussi vers la musique baroque, parce que c'est vrai que sous chant lyrique on met plein de choses. Oui, voilà, oui. J'ai fait la rencontre d'Anne-Catherine Buchet, qui est une claveciniste qui dirige un ensemble qui s'appelle le Concert Lorrain à Metz, qui m'a ouverte à cette musique-là, donc la musique du XVIIe et XVIIIe, la musique baroque, dans tout ce qu'elle a de particulier au niveau stylistique. Donc c'était complètement autre chose. Par exemple, la musique de Verdi. Voilà, c'est vrai que sous lyrique on met beaucoup de choses, mais finalement il y a énormément d'esthétique. Donc voilà, et je suis allée après mon prix me perfectionner encore avec des masterclass aussi, où j'ai pu rencontrer des personnes spécialisées dans certaines esthétiques, mais du lyrique, on est d'accord. Mais je gardais toujours à l'esprit un goût pour la musique jazz, par exemple, une ouverture aux musiques actuelles sur, par exemple, le slam, voilà, le travail de la voix dans tous ses états, je te disais. Donc la déclamation m'intéressait, le travail du slam, le beatbox aussi. Donc je me suis formée au beatbox. Donc c'est, voilà, tu vois, après. Mais c'est vrai qu'après avoir beaucoup chanté avec des ensembles et des orchestres divers, du chant lyrique exclusivement, donc la musique savante, hein, on l'appelle comme ça, sans dénigrer le reste de la musique, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est l'appellation, oui. Voilà, c'est ça. La musique, de la musique savante. Donc j'ai pratiqué beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a, je dirais, peu de temps, quelques années, peut-être 5-6 ans, j'ai eu envie d'ouvrir un petit peu le champ des possibles au niveau de l'expression de la voix. Et c'est là que je suis allée, non pas donc pour ma formation personnelle, mais plutôt à destination d'une formation à destination des autres. Je suis allée vers le mélange d'esthétique. Voilà, il y a la Cité musicale à Metz qui m'a commandé un travail participatif avec des gens amateurs autour de la voix un petit peu dans tous ses états. Et je me suis vue là, et c'était passionnant à faire, mélanger de la musique baroque avec du beatboxing, avec des nappes un petit peu plus jazz. Voilà, où on m'a demandé de faire un petit peu un travail de rencontre autour de ces esthétiques. Et ça a été absolument passionnant. Oui. Voilà, cette chose-là. Alors, je reviens à ta formation plus spécifiquement en chant et au fait d'apprendre, on disait en plaisantant, à tituber. Oui. Le fait de jouer vraiment, d'interpréter au sens dramatique les rôles, c'est quelque chose qui est finalement relativement récent, je pense, dans la formation des chanteurs et des chanteuses. Ça fait quelques décennies, je pense qu'on se préoccupe vraiment beaucoup de ça, et que les chanteurs aujourd'hui et chanteuses sont vraiment des acteurs à part entière. Est-ce que toi, donc, tu as suivi aussi une formation, je sais pas, des cours d'art dramatique, ou est-ce que tu t'es formé un peu au fur et à mesure des rencontres ou sur le tas? Alors c'est vrai qu'à titre de formation réelle en art dramatique, non. Mais alors, dès le lycée, on faisait des projets transversaux avec la manufacture, par exemple, et parce que la moitié de ma classe faisait de l'art dramatique, donc c'était musique et art dramatique. Oui. Donc on a fait des choses très très riches. Là, j'ai appris beaucoup avec une femme qui s'appelait Cécile Baquès. Cécile Baquès, voilà. Oui, qui est comme metteur en scène et qui a été formatrice à la manufacture, oui, bien sûr. Voilà, ça a été aussi, ça c'était mon projet de terminale, extrêmement porteur. Voilà, j'ai beaucoup appris avec elle. Et puis finalement, après, c'est vrai que ça s'est fait un petit peu sur le tas.
comme tu dis. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour ça, pour l'interprétation des rôles. Pour moi, c'est le sens me guide beaucoup dans ma démarche artistique. Rendre justice au personnage, incarner. Je ne me suis jamais vue comme une chanteuse purement chanteuse, ou comme tu dis, il y a peut-être encore quelques années au début du siècle où le chanteur lyrique était campé, et où finalement la mise en scène était vraiment très secondaire, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Je pense à Nathalie Dessay, qui est d'abord comédienne avant d'être devenue chanteuse, qui est bien sûr excellente. Et c'est pas la seule. Voilà. Mais effectivement, pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été très important. Mais ça s'est fait, je dirais, dans les productions que j'ai pu faire, au contact des metteurs en scène à ce moment-là. D'accord. Voilà. Et alors, cette formation et cette professionnalisation, comment s'est passée la transition? Un jour, on a un contrat. Comment ça? On est, je sais pas, on est sollicité pour chanter avec un orchestre ou pour être distribué dans un opéra. Comment ça se passe? Alors là, c'était par le biais de mon professeur Christian Stutzmann, qui avait aussi un réseau, de personnes localement. Donc il y a une vraie vie culturelle, bien sûr. Je te le dirai pas. Tu me diras pas le contraire. À Nancy et environ, bien sûr, très riche. Donc des orchestres notamment, donc qui a pu me faire connaître effectivement je pense à l'ensemble Gradus Musicam avec lequel je me suis beaucoup produite, en tant que soliste. J'ai auditionné effectivement pour des chefs de chœur et chefs d'orchestre de la région. Donc c'est par le biais d'auditions. J'ai pu chanter après, par le jeu, je dirais des heureux hasards, des rencontres. J'ai pu chanter avec l'orchestre de Volgograd, qui est un grand orchestre qui est venu à Nancy. C'était dans le cadre d'un échange de la musique française, paradoxalement, mais c'était vraiment extrêmement riche. Voilà, donc c'était un petit peu par le hasard des rencontres, effectivement, que ça s'est fait. Mais alors, avec, pour moi en tout cas, cette idée que je ne me suis pas lancée à corps et cœur perdu dans le chant et dans cette profession-là, peut-être par inquiétude et par angoisse, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que pour moi, il manquait cet aspect dans le travail de la voix et artistique qui est passionnant et qui continue à me passionner, bien sûr, l'aspect transmission. Oui. Et voilà. Tu fais toi-même la transition. Je fais la transition. C'est parfait. Je crois que je vais te laisser le micro et je vais prendre un café. Oui, donc c'est parfait qu'on aborde ça parce que effectivement, moi en tout cas, je t'ai rencontré, je le dis, à travers un stage sur la voix portée auquel je m'étais inscrit il y a quelques années, et donc je t'ai d'abord connu en tant que pédagogue de la voix. Alors voilà, comment tu es passé de la pratique artistique à la volonté de transmettre? Est-ce que parce que tu n'avais pas reçu peut-être tout ce que tu attendais en termes de formation, ou est-ce que simplement tu avais envie de transmettre ce que tu avais reçu? Oui, on est plus là-dessus, sur cette idée de transmission qui est au cœur de ma vie. Alors familialement aussi, j'ai 2 parents qui travaillent dans le soin, qui sont psy tous les 2, et ce rapport à l'autre est important. J'ai été un peu élevée là-dedans, voilà. Et je crois que ça, c'était une dimension qui me manquait. Aller faire tourner des ballons sur mon nez, comme dit la chanson. Pour moi, c'était dommage, voilà, exactement, beau dommage. C'était pas suffisant, je crois, pour moi, pour mon épanouissement. Alors là, peut-être que ça ferait hurler des artistes qui sont totalement habités par ça tout le temps, parce que vraiment, c'est au cœur de ma vie, la voix et l'expression artistique des choses. Mais c'est vrai que ce lien à l'autre, et ce besoin de transmettre, je crois, était important pour mon équilibre, pour être tout à fait épanouie dans ce que je voulais faire. Alors comment ça s'est passé concrètement? Tu as fait un diplôme d'orthophoniste, je suppose, donc en plus de ta formation au conservatoire ou après, comment ça s'est passé? Alors tout s'est un peu télescopé, ça c'est les hasards de la vie, mais je crois que j'aime bien avoir une vie bien remplie et voire déborder de choses, qui déborde de choses. Alors que j'étais encore en formation orthophoniste, on m'a demandé de venir assurer un remplacement au conservatoire en tant qu'enseignante. Donc j'avais quelques heures déjà. Mais là, c'était parce que j'étais une grande élève, un peu expérimentée, mais sans expérience de l'enseignement très affirmée.
Donc je me suis dit mais oui, voilà, je disais oui à tout, ça. Et en même temps, j'étais en train de chanter sur scène dans divers projets de la musique française, de la musique italienne, etc. Donc tout s'est un peu télescopé effectivement en ce moment-là. J'ai enregistré un CD avec le Concert Lorrain autour d'un manuscrit de musique baroque. Donc tout s'est un peu télescopé. C'était très chargé, mais c'était riche, voilà pour moi. Mais c'est beaucoup de hasard heureux finalement. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai confirmé en commençant à enseigner, pour moi, que c'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Et c'était pas si évident parce que j'étais encore étudiante, j'avais 26, 27 ans et j'avais des étudiants à peine plus jeunes que moi, donc de m'affirmer aussi par rapport à eux. C'était très formateur. Oui. Alors, en tant qu'orthophoniste, tu t'adresses à un public lambda ou alors tu travailles spécifiquement l'orthophonie avec des chanteurs ou avec des gens qui sont en formation Oui, j'ai fait de l'orthophoniste généraliste, on va dire, pendant quelques années pour pratiquer, pour faire donc y compris de la dyslexie, de la rééducation de la dyslexie, du bégaiement, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire. Mais je me suis vraiment spécialisée là depuis 6-7 ans, je dirais depuis qu'il y a eu ce petit virage aussi artistique d'aller embrasser d'autres styles musicaux vocalement parlant. Je me suis vraiment spécialisée dans la rééducation vocale. Donc je suis, c'est 2 jours de ma semaine où je suis dans mon cabinet, où je ne fais uniquement que de la rééducation vocale pour des chanteurs. Donc ça c'est un travail qui est très intéressant. Donc j'ai des choristes professionnels par exemple, de chœurs lyriques qui viennent me voir pour des petits coachings par exemple, des comédiens professionnels qui viennent parce que dans leur spectacle par exemple, ils ont une partie chantée qu'ils souhaitent travailler ou une partie parlée également, parce que je travaille aussi sur la voix parlée. Et puis les enseignants qui sont aussi une grosse partie de ma patientèle, avec ce que je les appelle moi les marathoniens de la voix, qui ont donc cette exigence de tenir bon vocalement au long cours et de pouvoir moduler leur voix, etc. Donc on fait un travail très intéressant souvent ensemble. Voilà. Bien, on a déjà fait un premier tour de ton parcours, de ta formation, de ton travail, et on va faire une première pause musicale. Alors c'est un choix que tu as fait. On va l'écouter et après je te laisserai expliquer aux auditeurs pourquoi ce choix. Très bien. Culture partagée sur RCN avec Gilles Lossoroy. Et Célia Pierre, cet après-midi, pour parler chant. Alors, je te laisse donc désannoncer, mais je pense que nos auditeurs, surtout les amateurs de jazz, avaient reconnu. Ce grand standard, One Note Samba d'Antonio Carlos Jobim, effectivement. Chanté ici, interprété par la grande Ella Fitzgerald. Voilà, à Berlin peut-être, non? Exactement. Ouais, c'est bien ça, voilà. C'est le live à Berlin, bravo. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi ce choix? Alors, parce que je pouvais pas parler de voix et passer à côté d'Ella Fitzgerald, qui est pour moi quand même une grande référence. Alors dans la querelle Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan alors moi je suis plus Ella Fitzgerald, effectivement, même si ça revoit très bien. Je trouve dans ce One Note Samba là qu'elle déconstruit finalement complètement avec son scat fou. Je trouve qu'elle a ce côté espiègle en fait, et cette voix d'une fraîcheur inégalée qu'elle a gardée toute sa vie, que j'adore. Elle s'amuse en fait. Elle s'amuse avec la voix. Et ça, voilà. Et ce morceau-là, moi, il me met en joie toujours, et ça a été vraiment très très inspirant pour plein de choses. L'aspect rythmique, bien sûr. Alors, le rythme de bossa, moi, c'est quelque chose qui me parle. La musique, la bossa, la samba, avec tous ces côtés, ces rythmes un peu chaloupés, la clave, ce côté un petit peu à contretemps. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui, dans ma création, aujourd'hui, m'habite beaucoup. Ne pas être sur les temps, mais être toujours un peu à côté ou un petit peu en décalage. Je trouve que ça donne une dynamique et une profondeur. Puis un côté dansant aussi parfois. Très parlant. Et puis là-dedans, donc c'est l'aspect rythmique effectivement. Et c'est One Note Samba. Donc si on le traduit en français, c'est chanson sur une seule note. Donc moi, elle est toujours sur la même. Donc moi, c'est une partie de ce thème-là que j'ai utilisé dans une de mes créations, par exemple. C'est une petite boucle vocale que j'ai isolée.
parce que qu'est-ce qu'on fait avec une seule note finalement ? Eh bien, on va explorer les rythmes, on va explorer la texture de la voix. Et le travail sur la texture de la voix, c'est quelque chose que je trouve aujourd'hui très intéressant, enfin que j'ai toujours trouvé, mais qui m'habite encore plus personnellement aujourd'hui dans ma démarche de création. Ouais. La matière vocale, en oui. fait. C'est-à-dire que plus que la justesse et la technique, oui. même, bien sûr, elles sont là. Mais oui. tu disais, il y a ce côté, tu employais quel terme ? Espiègle, peut-être ? Oui, je sais plus, voilà. oui. Et est-ce que c'est ça, justement ? Enfin, c'est peut-être pas ça, oui, qui fait que l'on s'attache à une voix au-delà de sa perfection. Complètement. Ah ben oui. Oui. Parce qu'on entend, moi je trouve beaucoup, notamment dans le jazz, de voix parfaites, mais qui sont, je dirais, des premiers de la classe et qui n'ont pas forcément ce côté un peu canaille, justement, un peu, mais qu'on a aussi chez Frank Sinatra, par exemple. Bien sûr, oui. Parce que, Ah oui, et je crois que la voix est peut-être justement l'instrument où ça peut se ressentir de façon très très forte. Moi, je vois des chanteurs, en coaching, en cours de chant, toutes les voix sont différentes, multiples, et il y a des voix cassées. Enfin voilà, on peut aussi ouvrir ce que tu dis là à la musique actuelle, avec des voix avec de l'air, par exemple, ou des voix éraillées, des voix rauques. Un Joe Cooker, si on lui enlève sa raucité, c'est plus Joe Cooker, quoi. Bien sûr. Donc effectivement, c'est encore plus vrai, je pense, dans la musique actuelle, dans les musiques actuelles, j'ai envie de dire, où il y a vraiment cette empreinte vocale qui fait la personne, on la reconnaît d'ailleurs très facilement, et qui sort complètement de toute technique, de toute technique préapprise. Donc moi, j'ai beaucoup appris en lâchant un petit peu le lyrique aussi, et quelque chose de très académique, mais par lequel je suis ravie d'être passée, parce que techniquement, j'ai appris la base, la rigueur, et l'ouverture au répertoire. La musique actuelle ne serait pas grand-chose si on n'avait pas eu Bach avant, par exemple, ou Fauré ou d'autres. Donc c'est être passé par là, mais pouvoir s'en détacher et avoir ce côté, effectivement, cette exploration, moi, qui m'intéresse énormément aujourd'hui, déconstruire un petit peu le son parfait, droit, et aller vers des petites choses très très un petit en canal. dehors des sentiers battus. Voilà, je cherchais. Merci. C'est ça. Alors justement, je voudrais qu'on revienne un petit peu là-dessus, puisque tu as parlé de ta découverte du monde du chant lyrique en général, de l'expérience à la Cité musicale de Metz où tu as pu expérimenter d'autres formes de chant. Mais alors comment ça s'est passé à partir de là ou en même temps ou autour de ça, c'est-à-dire comment tu es allé vers d'autres formes de chant, comment tu les as rencontrées, comment tu les as pratiquées? Alors rencontrées par l'écoute. Oui. Déjà, ça c'est sûr. J'ai toujours essayé de conserver une curiosité à la musique vocale sous toutes ses formes. Donc à écouter vraiment tout ce qui se fait sur le plan vocal. Alors ça, je crois que c'est aussi le versant formation et coaching et travail orthophonique avec les patients qui m'a poussé à aller chercher, par exemple, à écouter aussi du hard rock, des choses qui ne m'attiraient pas forcément, mais pour comprendre techniquement comment ça se passe, par exemple, la voix saturée, du hard rock, des choses comme ça. Et puis c'est vrai que cette rencontre-là, elle est venue enrichir, c'est cette écoute, cette curiosité, enrichir ma pratique et ma création. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas faire se rencontrer finalement toutes ces esthétiques-là? Alors, je ne sais plus si j'ai eu cette idée-là un jour. Je pense que ça a maturé un certain temps. Que finalement, dans la musique de Bach, mais ça c'est pas moi qui le dis, bien sûr, ça a été dit et fait. Il y a déjà beaucoup de swing et beaucoup de choses qui sont très très avant-gardistes, et que la musique la musique baroque par exemple, avec du beatbox, ça marche très très bien. J'ai découvert l'artiste Bintou Dembélé, qui a fait un travail merveilleux autour des Indes galantes de Rameau, qui a été mis en scène à l'Opéra Bastille à Paris. Donc la musique de Rameau, la partition écrite avec des chanteurs lyriques classiques. Et avec une mise en scène qui a intégré des danseurs de musique urbaine, donc notamment de hip-hop.
Et ce mélange, cette interpénétration des deux esthétiques, moi, m'a absolument frappée. Oui. Voilà, j'ai eu la chance de le voir en live, et j'étais extrêmement émue, extrêmement touchée de voir combien ça pouvait marcher et se rencontrer ces deux esthétiques aux antipodes a priori, quoi. Oui. D'ailleurs, je le signale pour les auditeurs, mais ils le savent sans doute, il y a un très beau film documentaire qui a été tiré, non pas de une captation de la pièce, mais justement de ce travail qui a été fait avec les danseurs. Oui. Voilà, tout à fait. Alors, dans ce monde-là, tu as cité plusieurs artistes, plusieurs chanteuses. On a entendu Ella Fitzgerald. Quels ont été, au-delà de ces quelques noms, les chanteuses ou les chanteurs qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie plus que d'autres, peut-être, d'aller plus loin, à la fois dans le chant lyrique classique, si on peut dire, et dans des aventures un petit peu moins conventionnelles? Alors, dans le chant lyrique classique, il y a eu forcément Nathalie Dessay, qui est tout de même une référence absolue pour moi, parce qu'elle a effectivement donné cette dimension de jeu théâtrale. J'ai pu la voir dans Traviata et dans d'autres choses, et c'était vraiment, pour moi, c'était une révélation, et cette idée d'incarner véritablement le personnage à la scène. Voilà. Maria Callas aussi, j'ai envie de dire, c'est un grand classique, mais quelle artiste, quelle actrice. Oui, effectivement, tu as raison, j'ai failli. C'est vrai. Puisqu'elle a même joué chez Pasolini sans chanter. Exactement. Chez Pasolini, c'est ce que j'allais dire. Donc ça, vraiment. J'ai beaucoup d'admiration pour ces chanteuses multicartes. Et c'est vrai que je m'inspire de ça, ces chanteuses. J'ai pas tous les noms qui me viennent en tête là, mais ces chanteuses qui peuvent incarner, jouer, danser. Parfois aussi, ça m'intéresse beaucoup, moi, d'aller emmener la musique et le chant, de flirter avec la danse aussi, parce que je fais de la danse également. Là, je suis sur un projet avec Leila Bessali du ballet de Lorraine, où elle m'a demandé de venir chanter avec ses danseuses, mais de danser aussi, donc d'être vraiment sur ces mélanges, ces rencontres d'univers. Et puis sur la musique actuelle, je tiens quand même à citer la chanteuse Camille et son spectacle merveilleux que j'ai pu voir lors du NJP d'il y a 2 ans, je crois. Qui a été une révélation également pour moi dans ma démarche de création personnelle, où je me suis dit que c'est ça que je voulais faire. Où elle fait vraiment se rencontrer le travail vocal de la voix dans tous ses états avec la percussion et avec le rythme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'habite et me parle beaucoup. Donc ça, ce spectacle a aussi été important dans ma démarche. Bien. Alors, je propose le temps passe avec une rapidité folle. Je te propose qu'on fasse une deuxième pause musicale, toujours à partir de tes choix, et qu'à l'issue de cette pause, ce soit toi que l'on entende chanter. Et ensuite, on parlera à la fois de ce second choix et puis du morceau que tu auras choisi d'interpréter en direct. Culture partagée sur RCN avec Gilles Le Sauroy. Après cette Traviata, et comme promis, donc je laisse sans transition ou presque Célia. À ton tour maintenant, c'est à toi, nous t'écoutons, et après nous parlerons de ton choix à la fois de Traviata et puis de ce que tu vas interpréter maintenant. C'est pas évident pour moi d'enchaîner après mon Gérard Cavalier. J'imagine, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu la parole. Oui, on va laisser un peu une respiration. Voilà, on va être dans un autre style, mais on en parle après, voilà, d'accord. Exactement. Allez, c'est parti. My man's gone now, ain't no use a listening for his tired footsteps climbing up the stairs. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best. I really do my best to make him stay. My
My mind's gone now, ain't no use listening for his tired footsteps climbing up the stairs. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both, oh yeah, I know, we both won't say a word. My mind's gone now, ain't no use listening for his tired footsteps climbing up the stairs. He'll build a little home, just a man for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm waiting. Yeah, I'm waiting for the man I love. The man I love, the man I love. My man's gone now, the man I love. What a baby, oh baby, oh the man, oh the man, the man, oh the man, oh the man, the man. The man I love. Merci Célia, merci pour ce magnifique moment d'une très très grande émotion, c'est vraiment très beau. Et merci d'avoir accepté de chanter en direct parce que c'est pas évident du tout. Alors maintenant, parlons-en. Peut-être commençons par reprendre ton choix précédent, qui était celui de nous faire entendre Traviata. Oui. Alors, voilà, là, on est en terrain connu, si je puis dire. On n'est pas surpris par le choix venant d'une chanteuse lyrique. Le premier choix était peut-être un petit peu surprenant, Ella Fitzgerald, mais alors là, on est vraiment dans du classique. Complètement. Bon, j'ai choisi Traviata, alors par Montserrat Caballé, à qui je rends hommage, parce que, incontournable. Enfin, pour moi, c'est un morceau qui m'a accompagné dans ma formation déjà. C'est le morceau avec lequel j'ai appris à chanter piano dans l'aigu. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que j'adore faire et que j'aime chercher à faire aussi dans mon enseignement. Tout le monde sait chanter fort. Enfin, c'est assez facile de chanter fort. Je dis pas que c'est simple, mais quand même, c'est plus facile que de chanter doux, vraiment retenu. Donc la Traviata, 3e acte, elle est presque morte. Mmh. Et cette fin d'air là, tout fini, où il est vraiment sur le fil de la voix. C'est un travail, voilà, très très techniquement très très difficile. Et puis ce personnage là dedans, cette émotion de ce morceau là qui arrache des larmes, hein, avec c'est tout au fini de la fin. Mais j'ai envie de dire dès la première mesure. Addio del passato. Adieu, ce passé merveilleux là qu'elle a pu connaître. On sait qu'elle est maintenant, qu'elle se dirige très vite vers la mort. Et cette sixte mineure là, voilà, cet intervalle, il y a presque rien à l'orchestre, comme souvent chez Verdi, où c'est la ligne de chant qui fait tout. L'accompagnement est vraiment juste en soutien. Qui fait la part belle aux chanteurs, hein, c'est vraiment cette musique typique de la fin du 19e. Et là, voilà, avec cette première sixte, tout de suite, on est dedans, je trouve, on est dans ce drame imminent et dans cette émotion, avec quelque chose de plus, une espèce de dernier élan, où elle chante quand même à un moment donné cette Traviata un peu fort,
où elle donne son dernier souffle, et puis tout finit dans un souffle presque rien. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué moi dans mon parcours et que je voulais me donner à entendre là parce que c'est vraiment merveilleux. Merci de nous l'avoir fait partager. Alors ensuite, un deuxième choix personnel d'interprétation, peut-être plus inattendu, encore que après ce qu'on a entendu de toi, on a bien compris que voilà le jazz notamment fait partie de tes choix. Alors oui, pourquoi ? Dis-nous un peu plus. Oui. Alors c'est vrai que j'hésitais parce que je peux chanter aussi le répertoire. Je continue de le chanter bien sûr avec toujours autant de plaisir. Hein. Je me produis toujours en tant que chanteuse dite lyrique, on peut dire ça, dans des productions de musique savante. Mais c'est vrai que ça c'est un mash-up personnel. C'est pour ça que je voulais vous le donner à entendre, que j'avais donné à Metz, justement dans le cadre de ce projet qui s'appelait Mash Up Your Voice à la Cité musicale de Metz. Là, en fait, j'ai fait se rencontrer, c'est pas un standard, c'est deux. My Man's Gone Now, qui est un extrait de Porgy and Bess de Gershwin, et The Man I Love. Voilà. Avec cette idée de tordre un petit peu le sens, le coup au sens initial. The Man I Love, donc on en revient un petit peu à ma préoccupation du sens dans la musique aussi. The Man I Love, c'est vraiment cette jeune femme qui attend et qui rêve de ce mari idéal. Mais du coup, comme j'ai inséré My Man's Gone Now en refrain, ça lui donne une autre couleur. Donc, cet homme qu'elle attend, en fait, il est parti, il est mort, je n'entendrai plus, c'est pas dans l'escalier. Voilà. Et je voulais lui donner, ce petit côté un petit peu différent, un petit peu décalé, un petit peu plus dramatique, j'avoue, que finalement cet homme rêvé n'existe pas ou n'existe plus en tout cas, ou peut-être une séparation. Et alors, ça, on pourrait dire que c'est un peu ta signature, ton approche personnelle, ce que vraiment tu as envie de faire passer à travers ton appropriation de certains standards comme ça, du jazz. Voilà, alors de jazz pas forcément. Là, c'est vrai que c'est du jazz, effectivement. Mais là, dans ma démarche créative, de création, je mêle aussi le lyrique, je vais aller chercher du Handel, du Purcell, ou je vais mettre de la beatbox avec, voilà. J'ai voulu vous faire partager celui-là aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il me tient à cœur et parce que il est, il me fait plaisir à interpréter. Mais c'est pas mon seul angle, c'est pas parce qu'il y a un autre sens, c'est ça. Sûr. C'est plus large que dans ce qui est ta créativité à toi. C'est ça. C'est vraiment cette idée de rencontre des esthétiques et des styles et de la matière vocale. Voilà, d'explorer la matière vocale, mais si possible avec du sens derrière. Voilà. Là, pour le coup, on est vraiment sur du sens. Effectivement. Et les deux s'enrichissent, les deux chants s'enrichissent mutuellement en fait, parce que chaque chanson prend un relief différent au contact de l'autre. Voilà, exactement. Ouais. C'est détourné. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de détourner un petit peu aujourd'hui, j'avoue, parce que je suis pas une grande compositrice, je pense pas, mais c'est d'aller chercher des petits bouts de choses, ça et là, pour en faire des. Voilà. Pendant le confinement, rapidement, j'ai fait des petites vidéos. Pour les réseaux sociaux notamment, pour faire chanter les gens chez eux. Et j'avais notamment écrit comme ça une petite boucle vocale avec des petites couches de voix et avec de la voix qui imite les instruments par exemple. Donc il y avait une contrebasse, il y avait des petites vocalises, et puis il y avait un vers d'Apollinaire à la fin par exemple. Du pont Mirabeau avec cette idée d'être dans la déclamation. Donc ce mélange des styles, c'est vraiment quelque chose qui m'habite là. Parfait. Eh bien, là encore, tu m'offres une transition toute trouvée à travers ce que tu évoques des documents, des petites vidéos que tu as fait pendant le confinement. Aujourd'hui, donc, c'est-à-dire en mars, en février, pas encore au mois de mars, mais presque. Si on est le 1er mars d'ailleurs, puisque l'émission est diffusée le 1er mars. Quelle est ton actualité ? Qu'est-ce que tu fais ? Où est-ce que tu chantes ? Où est-ce qu'on peut t'entendre, te voir ? Alors là, tout près demain, je me produis dans un spectacle qui s'appelle « Qu'est-ce qui se sépare ?» Au théâtre Ça respire encore, avec des danseuses qui jouent également la comédie, avec un percussionniste qui fait... la percussion et d'autres instruments également, et puis donc moi-même, autour d'une adaptation du roman d'Hélène Gestern qui s'appelle Un vertige.
un travail passionnant de création, justement, qui a beaucoup de sens autour de l'idée de la séparation amoureuse et de l'impact qu'elle a sur le corps. Voilà, donc avec ce travail de réinterprétation des textes par le corps qui danse, le corps qui chante, le corps qui joue. Et donc nous produisons demain soir, samedi soir et dimanche après-midi au théâtre Ça respire encore. Il y aura même un petit peu de Verdi, mais je veux pas trop en dire. Ah. C'est logique après tout. Oui, finalement. C'est ça. Bien. Et puis d'autres choses, des concerts, des prestations. Oui, alors après ça, je vais donner un spectacle qui est un spectacle pour les familles, j'ai envie de dire, mais qui est en fait grand public, enfin pour tout public. Je pense qu'il y a différents niveaux de lecture. J'ai monté un spectacle en solo avec une loop station, un piano. Donc une loop station, pour faire rapide, c'est un petit appareil qui me permet simplement de faire des voix différentes et de mixer mes voix. Un piano à queue, ma voix, et puis mon corps, et un très joli décor, un spectacle qui s'appelle La Reine de cœur. Et ça, c'est une adaptation que j'ai faite d'un cycle de Poulenc, Francis Poulenc, qui s'appelle La courte paille, sur des poèmes de Maurice Carême. Et donc voilà, j'ai un petit peu construit, déconstruit en mélangeant les styles. Et voilà, c'est une espèce de rêve, de voyage un peu onirique, d'un rêve à l'autre. L'enfant s'endort et va passer d'un espace à un autre. Il va rencontrer notamment la puce et l'éléphant. Il va rencontrer un chat qui a envie de devenir chanteur. Mais on est aussi sur des choses de l'ordre du rêve. Il rencontre la lune. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez poétique, dont je suis assez contente parce que c'est ma première création, puis création en solo. Et ça, c'est donné le 3 avril dans un nouveau lieu qui s'appelle l'Arche à Villerue, qui est un tiers-lieu magnifique qui vient d'ouvrir. Et je vais avoir la chance de donner ce spectacle-là dans une boîte noire avec de la projection en live vidéo à 360 degrés. Donc même le public sera dans cette projection-là. C'est assez magique, je pense, ça risque d'être très magique. Et puis le 11 juin, à l'Arsenal. À Metz. À Metz, tout à fait. Donc je vous invite à... Ce même spectacle, voilà, c'est 1 heure de voyage onirique autour du souffle, de la voix dans tous ses états et du corps qui danse. Très bien. Eh bien, merci. Merci Célia, c'était très très agréable et vraiment passionnant d'émotions, d'informations, de découverte d'un univers que l'on connaît parfois en écoutant du chant, mais dont on ne sait pas toujours tout ce qu'il y a derrière et la richesse des interprètes. Merci de nous avoir fait entrer dans cet univers et j'espère que l'on aura donné le goût à nos auditeurs d'aller t'écouter sur scène, à l'Arsenal ou ailleurs. Et je vous dis à tous, à très bientôt pour une prochaine émission Culture en partage. Au revoir, merci, à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org